Az-Zulflaoun, bonsoir. L'élection n'a pas commencé que le résultat semble déjà connu de tous en Tunisie. Alors que les quelques 9,7 millions d'électeurs du pays sont appelés aux urnes pour la présidentielle aujourd'hui. Les conditions du scrutin sont critiquées. Au pouvoir depuis 2019, le président sortant, Kais Saïed, paraît avoir tout préparé pour assurer sa réélection. Face à lui, seuls 2 candidats ont été autorisés à se présenter, malgré les protestations de l'opposition. Mais leurs chances de l'emporter sont faibles, surtout que l'un d'eux est inquiété par la justice. Quant au scrutin en lui-même, son intégrité est menacée depuis qu'il a été placé sous le contrôle d'une commission controversée et de juges eux-mêmes scrutés par le pouvoir. Le tout-puissant chef de l'État a opéré plusieurs tours de vice autoritaire depuis son coup de force de juillet 2021, lors duquel il s'est octroyé les pleins pouvoirs. Lors de la dernière présidentielle en Tunisie, en octobre 2019, 26 candidatures avaient été validées par l'instance supérieure indépendante pour les élections. 5 ans plus tard, seuls 3 candidats, dont le président Kais Saïed, ont reçu le feu vert de l'autorité électorale tunisienne. Entre-temps, cette commission post-révolution, créée à la fin de la dictature de Ben Ali en 2011, est passée sous le contrôle du président de la République. Depuis une réforme constitutionnelle d'avril 2022, il est le seul à pouvoir nommer ses 7 membres, de quoi fausser l'élection, dénonce l'ONG Human Rights Watch. Après avoir emprisonné des dizaines d'opposants et d'activistes de renom, les autorités tunisiennes ont écarté presque tous les concurrents sérieux de la course à la présidence, réduisant cette élection à une simple formalité. Comment le président sortant Kais Saïed a verrouillé le scrutin? La participation à ce scrutin sera une donnée très importante. Les électeurs tunisiens partagés entre le boycott de l'élection ou le fait d'aller voter pour affaiblir le score de Kais Saïed. L'autre question qui s'impose, c'est de savoir ce qu'adviendra la Tunisie après la réélection quasi certaine de Kais Saïed. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro. Présidentielle en Tunisie, Kais Saïed et un scrutin, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Siham Badi, médecin, ex-ministre et militante politique. Elle est avec nous depuis Paris, via Skype. Dr Siham Badi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci. Barakallahu fik. Marhaba bik. On aura aussi le plaisir d'accueillir Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Ahmed Ounaïs, ancien ministre des Affaires étrangères tunisien. Il est avec nous depuis Tunis, par téléphone. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir. Marhaba bik, c'est Ahmed Ounaïs. Ahmed Ounaïs, je vais commencer cette émission avec vous. On aura aussi le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Ali Djoudi, qui est président de Riposte International, une ONG donc, qui se bat pour les droits de l'homme et les libertés dans le Maghreb, en Algérie en particulier, mais aussi au Maghreb. Comment donc est vue cette élection du côté algérien aussi, qui est très important d'avoir cette analyse. Si Ahmed Ounaïs, on va commencer cette émission avec vous. Une élection présidentielle qui est, pour beaucoup d'observateurs, verrouillée. Quel est l'enjeu de cette élection présidentielle? Je pense qu'il y a au départ une désaffection du corps électoral. Je ne pense pas que le taux de participation signifie véritablement un engagement dans une élection généralement
mobilisatrice quand il s'agit du président de la République. Je crois que les 2 dernières échéances électorales ont manifesté une désaffection de l'électorat. L'autre cause de désaffection est la course d'obstacles placée pour s'insérer dans la liste des candidats. Il y a eu une série de conditions requises pour pouvoir prétendre à la candidature dans les élections présidentielles tunisiennes désormais. Je pense que cette course d'obstacles a été comprise par la base comme étant une démotivation pour la participation à ces élections. Il y a donc un problème d'adhésion aux conditions électorales et disons, de démotivation de l'opinion publique assez large. Le troisième facteur est une prise de position d'un ensemble d'universitaires importants. La majorité sont des doyens de l'ensemble des facultés, qui met en cause l'instance électorale. Et donc, la confiance dans l'instance qui est censée être indépendante et apolitique est mise en cause par cette élite universitaire tunisienne. Il me semble donc, je n'ai pas le taux de participation réel, mais il me semble que la consultation sera affaiblie par le facteur taux de participation populaire. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres conditions si Ahmed Ounais, les observateurs qui parlent d'une scène politique verrouillée et aussi du pouvoir absolu de Kais Saïed? Il est vrai que nous déplorons en Tunisie la mise en prison d'un certain nombre de chefs de partis politiques qui ont, de leur côté, atténué l'engagement qui a éclaté en 2011, qui s'est vérifié en 2014, en faveur du système démocratique et de l'élection présidentielle à ces échéances normales. Nous constatons une désaffection en raison de ce dernier facteur également. Très bien. Restez avec nous, monsieur l'ambassadeur. On va donner la parole à Dr Siham Badi. Dr Siham Badi, vous-même, ex-ministre, mais aussi militante politique, quel est l'enjeu de cette élection présidentielle, mais aussi comment peut-on expliquer qu'en 2019, il y a eu 26 candidatures qui avaient donc été validées par l'instance supérieure et en 2024, pour l'élection présidentielle de 2024, on y trouve seulement 3 candidats, dont le président sortant, Kais Saïed. Bien sûr qu'on est loin des scrutins et des élections présidentielles de 2019 et encore plus loin de celles de 2014. En 2014, par exemple, rien qu'au nombre d'observateurs, il y avait 27 000 observateurs. Aujourd'hui, on est à 1707 observateurs sur tous les territoires tunisiens. Donc, tout a été fait de telle sorte à ce que Kais Saïed ne quitte pas le pouvoir. Pour lui, ces élections-là sont une question de vie ou de mort. Donc, en aucun cas, il avait l'intention dès le départ de quitter le pouvoir. Et il a tout fait
pour rester, quitte à commettre des crimes électoraux, quitte à ne pas respecter la loi, quitte à ne pas mettre en exécution donc les jugements de tribunal administratif. Il a verrouillé, comme vous l'avez dit, les possibilités de se présenter comme candidat, alors que c'est un droit de citoyen, c'est un droit qui est préservé par la Constitution, mais il a tout fait, bien sûr, d'abord pour écarter, dès le départ, en mettant en prison les leaders politiques, et après ceux qui ont eu l'audace, je dis bien l'audace, de se présenter face à lui, il a tout fait, donc bien sûr, pour les écarter et refuser sa candidature. Il a permis, avec son instance non indépendante des élections, parce que c'est lui-même qui a nommé tous les membres, et on ne peut pas être en même temps donc juge et se prétendre donc à des élections transparentes et neutres, parce que non seulement il a choisi les membres de cette instance, mais il a essayé en même temps de mettre la main sur les magistrats, sur les tribunaux, pour pouvoir les intimider, les menacer, et le jour J, comme aujourd'hui, donc même si on veut avoir affaire aux tribunaux et à un jugement juste, il y a un grand point d'interrogation donc qui reste sur la possibilité d'obtenir gain de cause. On a les trois conditions écartés qui en aucun cas peuvent légitimer ces élections-là et peuvent dire que ces élections-là sont transparentes ou qu'elles se sont déroulées dans toutes les légalités et légitimités, avec toutes les infractions que depuis le début a pu commettre. Donc, je pense que, comme vous l'avez bien dit, les jeux sont faits d'avance, et Kais Saïed, je crois qu'il n'acceptera pas moins d'un taux à son faveur de 70%, si ce n'est 90,9%, et il fera tout ce qui est possible donc pour écarter, même si un candidat qui peut réussir. Il a mis des textes de loi, notamment la loi 143 qui a été révisée en 2023, qui dit qu'à tout moment, l'ISI peut annuler les résultats si elle estime qu'il y a eu infraction, qu'il y a eu un crime électoral, même si, par exemple, l'Ayesh Izamel, même s'il passe, il trouvera moyen pour annuler le vote et pour donc gagner cette course. C'est-à-dire que les jeux sont faits d'avance. C'est juste donc un coup théâtral qu'on est en train de vivre. Mais malgré ça, je salue le peuple qui a quand même rêvé et qui a quand même espéré qu'il peut y avoir un changement à travers les urnes, parce qu'on est devant des citoyens responsables, des citoyens pacifiques, des citoyens qui veulent changer dans les règles, en respectant la loi, et qui sont quand même partis, malgré l'appel au boycott des différents partis politiques, ils ont quand même été vers les urnes aujourd'hui, avec quand même un espoir, aussi faible soit-il, qu'ils peuvent emporter les élections. Mais je crois que les prochaines heures vont nous dire le contraire, parce qu'en aucun cas, Kais Saïed a fait tout ça pour à la fin céder la place et pour rendre le bail de Carthage. Donc je pense que... Mais quand vous dites, docteur Siham Badi, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Quand vous dites que le peuple est responsable, ceux qui défendent aussi Kais Saïed et son bilan, ils disent qu'il a été donc élu démocratiquement par le peuple tunisien. Yani, ma jash m'sma Kais Saïed. Oui, mais il faut dire que Kais Saïed 2019 est loin d'être Kais Saïed 2024. Donc, si on peut parler de son mandat et de son bilan, premièrement, c'est un bilan quasi nul sur tous les plans économiques et sociaux. En plus, donc, il y a une régression des droits de l'homme. Il y a quand même une mainprise sur tous les pouvoirs. Il a écarté toutes les forces vives du pays, donc de toute participation, quelle que soit la forme, dans leur pays, que ce soit la société civile, que ce soit les partis politiques, que ce soit les journalistes, et il a mis toute l'opposition, quelle que soit la tendance politique,
quelle que soit l'idéologie, il a mis sur le dos toute l'élite tunisienne et toutes les forces vives de la Tunisie. Donc, Kais Saïd 2024 est un Kais Saïd affaibli, isolé. Le peuple, il est sorti plusieurs fois donc manifester pour lui dire dégage. Et je pense que la classe politique n'a jamais été aussi solidaire et aussi unie. Parce que, comme je l'avais bien signalé, toutes les partis politiques ont été touchés, toutes les forces vives, et on ne peut pas continuer avec un président qui a mis un chaos dans le pays et qui n'a aucun projet. C'est-à-dire, si pendant cette campagne électorale, il a présenté des projets, s'il a présenté donc un espoir, s'il a des idées, mais d'abord, on a un bilan nul et on n'a aucun espoir que les choses peuvent changer ou évoluer donc, vers le positif. Très, très bien. Restez avec nous, Dr Siham Badi. Monsieur l'ambassadeur Ahmed Ounais, quand elle dit, Siham Badi, que le bilan de Kais Saïd est un bilan très négatif sur tous les plans, surtout la situation économique, mais aussi la situation des libertés, la situation de la fermeture du champ politique, est-ce que vous pensez que la Tunisie a changé alors qu'elle a marqué le monde par cette révolution du jasmin, une révolution pacifique qui a marqué le monde entier? On a vu donc la fin du règne de Ben Ali. Lui-même, Kais Saïd, est venu grâce, si on peut dire, à cette révolution. Qu'est-ce qui a changé en Tunisie, monsieur l'ambassadeur? Je crois que chaque président apporte ses propres convictions. Jusqu'aux élections de 2019, nous avons eu un crescendo démocratique. Mais la conception du président Saïd s'exprime sous son autorité. Il a changé plusieurs fois de Premier ministre. Nous ne savons pas pourquoi il y a eu un tel rythme de transition à la tête des gouvernements tunisiens, mais il est clair que nous sommes passés par une crise économique et financière grave dans laquelle nous piétinons encore, mais enfin nous espérons pouvoir retrouver des chances de nous libérer de cette emprise très profonde de la crise économique qui nous a accablés. Je crois que depuis 3 ans, nous piétinons sur ce plan et nous n'arrivons pas à retrouver le sens de l'espoir ferme. Nous sommes dans une situation assez critique sur ce plan. Est-ce que vous pensez aussi, Ahmed Ounais, vous étiez diplomate, mais aussi ancien ministre des Affaires étrangères tunisien, est-ce que vous pensez, après cette révolution du peuple tunisien, la révolution du jasmin, une révolution qui a marqué le monde arabe, mais aussi le monde entier, est-ce que vous pensez que les interférences qu'on a vues, ou les ingérences des pays étrangers ont influencé le parcours de cette révolution? Je crois que l'étranger a été très positif pour accueillir la révolution démocratique en janvier, incontestablement. Deuxièmement, l'étranger nous a sauvés d'une situation financière critique au lendemain de cette révolution, au moins à 3 reprises. Et aujourd'hui, il est clair que les médias à l'étranger et les Tunisiens à l'étranger soutiennent un discours de mobilisation et d'engagement dans le processus démocratique à nouveau, n'est-ce pas, d'une manière beaucoup plus ferme que ce que nous lisons dans les médias publiés en Tunisie,
ou diffusés d'une manière ou d'une autre dans l'opinion tunisienne intérieure. Donc, l'étranger joue incontestablement un rôle. Il y a d'ailleurs un discours officiel qui rejette toute forme d'ingérence de l'étranger en Tunisie. Ça nous semble excessif compte tenu de la tradition d'ouverture de la Tunisie et de l'enracinement national profond de la démocratie. À mon avis, l'étranger ne peut pas affecter les choix tunisiens, mais il garde dans la culture de l'ouverture politique tunisienne un certain poids dans la formation de l'opinion publique à l'intérieur et à l'extérieur. Mais monsieur l'ambassadeur, quand des observateurs parlent de cette ingérence des pays étrangers, ceux qui parlent des Émirats arabes unis, mais même ceux qui parlent aussi du rôle de l'Algérie dans la scène politique tunisienne, ceux qui parlent aussi que la Tunisie est devenue un poste avancé par rapport donc à l'Europe, par rapport à la question de l'immigration clandestine. Votre réaction par rapport à tous ces constats qui font de la Tunisie qu'elle n'arrive pas à décoller, elle n'arrive pas à tourner une page de l'ère de Ben Ali, si on peut dire. Je crois que nous avons tourné la page de Ben Ali en vivant entre 2011 et 2019 un épanouissement démocratique incontestable. Mais il est clair que nous nous sommes engagés dans un tournant différent, chaque président apportant ses propres convictions, et ses méthodes et sa culture. Il est clair que dans les deux questions soulevées, la migration et j'ai oublié. En tout cas, parlons de la migration. C'est une question internationale dans laquelle nous sommes non seulement un pays de transit, mais aussi un pays d'émission de la migration de la jeunesse et des sans-emploi, et que nous n'avons pas une doctrine, une pratique, disons une doctrine satisfaisante, parce que nous manquons de moyens économiques et financiers. Et sur ce plan, la question de la migration, qui est également une question européenne et en particulier italienne, nous a valu une certaine solidarité de l'Union européenne à travers l'Italie et à travers un certain nombre d'institutions internationales. Pour l'instant, la question n'est pas surmontée et nous sommes en train de subir des flux qui nous viennent non pas directement de l'Afrique, mais qui viennent à travers l'Algérie et la Libye, et nous sommes un entonnoir, un déversoir de ces deux pays qui ne jouent pas le rôle de pays voisins loyaux à l'égard de la Tunisie. Mais vous avez dit, monsieur l'ambassadeur, vous avez dit que la Tunisie a tourné la page de Ben Ali et qu'on est en train de vivre donc une vraie transformation démocratique. Pour beaucoup de Tunisiens, la situation est totalement différente. Quand on voit des personnalités politiques qui sont emprisonnées, qui sont sous la répression, on voit la mainmise de Kais Saïed sur toutes les institutions du pays. On se pose la question, elle est où cette démocratie, monsieur l'ambassadeur, mais aussi des Tunisiens qui parlent, il faut revenir, يعني بما يسمى في تونس المسار الديمقراطي, يعني le processus démocratique. C'est incontestable. J'observe cette réalité et j'ai dit que nous avons vécu jusqu'en octobre 2019
un épanouissement démocratique. Mais à partir de l'élection du président Kais Saïed, le président Kais Saïed prend la Tunisie en main et exerce sa propre conception de la démocratie, du nationalisme, de la politique intérieure et extérieure. Je ne dis pas qu'il est ennemi de la démocratie, mais je dis que nous sommes entrés dans un tournant qui fait que les Tunisiens, surtout à l'étranger, s'expriment d'une manière très vive dans l'hostilité des choix du président Kais Saïed. Nous observons tout cela et je pense que les échéances électorales depuis lors reflètent cette démobilisation de l'électorat tunisien qui, à mon sens, et pour un observateur attentif, a une signification, a une portée politique. On ne peut pas être indifférent devant cette désaffection de l'électorat face aux échéances électorales. Il est clair que cette désaffection exprime une position politique à l'égard de l'instance chargée de l'électorat et à l'égard du tournant pris à partir de octobre 2019. Pour beaucoup de Tunisiens, les militants des droits de l'homme, les militants politiques, monsieur l'ambassadeur aussi, des ONG internationales, la Tunisie a basculé dans l'autoritarisme, si on peut le qualifier ainsi, depuis l'avènement de Kais Saïed. Est-ce que vous partagez cet avis? J'estime que la décapitation des partis politiques et la dureté avec laquelle les militants des droits de l'homme sont traités sont des facteurs inquiétants. Et nous ne pouvons pas nous estimer les fidèles représentants de la révolution démocratique face à cette réalité que nous observons au cours des dernières années. Il est clair que les prises de position des universitaires tunisiens et des Tunisiens à l'étranger reflètent une réalité enracinée dans l'opinion tunisienne. Très bien, restez avec nous, c'est Ahmed Ounaïs. Docteur Siham Badi, la question aussi qui est soulevée souvent par les défendeurs donc, de Kais Saïed et de son mandat, il parle d'une situation après la révolution tunisienne qui n'est pas facile à gérer et que Kais Saïed parle souvent d'une situation qui était anarchique et qu'on ne peut pas laisser les choses se gérer de cette façon, de cette anarchie. Donc il fallait mettre fin à une certaine anarchie si on veut faire avancer donc le pays comme ça a été voulu par les Tunisiens pendant la révolution de 2011. Votre réaction? Ma réaction, c'est qu'on n'avance dans aucun des domaines, quelles que soient nos relations avec les pays avoisinants, comment se gère actuellement la diplomatie, comment il est en train de gérer donc les institutions, comment il est en train de gérer donc les problèmes du chômage, les problèmes de l'immigration, les problèmes économiques. Il a mis le chaos total dans tout le pays. Donc, qu'est-ce qu'il a il a pensé c'est-à-dire les gens qui pensent qu'il est venu pour améliorer les choses ou pour réparer ou remédier à certains problèmes qui ont déjà existé depuis la Révolution. Mais au contraire, on est très très loin du bilan d'avant 2019. On est très loin des conditions de droits de l'homme d'avant 2019. On est très loin de la cohabitation entre les différents partis politiques qui dialoguaient dans le respect, dans la dignité, qui se prétendait aux élections municipales, aux élections parlementaires. Et il y avait vraiment une ambiance de rivalité saine. Il y avait quand même une vie politique. Le pays respirait. Aujourd'hui, c'est l'asphyxie totale. C'est l'asphyxie sur le plan économique, social et sur le plan de droit
Aujourd'hui, vous ne pouvez pas écrire un article ou parler dans un micro des radios sans être interrogé par le gouvernement, sans être... Mais on a vu aussi, docteur Siham Badi, un parlement où il y avait une certaine anarchie, il y avait un désordre, il y avait même des insultes, un parlement qui ne fonctionnait pas. Kais Saïd est venu, il a dit on ne peut pas gérer un pays de cette façon. Donc, un parlement qui ne fonctionne pas, la solution, c'est pas de tout détruire, c'est pas d'annuler la Constitution dont le peuple a passé 3 ans donc à la rédiger en consultant tous les partis politiques, société civile, l'élite du pays, et donc il y a eu un consensus, il a été voté par la grande majorité donc des participants avec des tendances politiques et idéologiques différentes. On ne peut pas, en prétendant résoudre des problèmes, tout casser, tout annuler, tout démolir. Certes, peut-être qu'il y avait des choses à changer dans la Constitution, peut-être que le Parlement ne fonctionnait pas comme il se doit, mais il faut dire que la Tunisie, elle vivait sa démocratie naissante. Elle était donc... C'était le début d'un chemin qui qu'on pensait dur, certes, mais qui allait vers une évolution favorable. C'est-à-dire, c'est vrai que on récupère le pays après des décennies aussi avec un régime totalitaire. Donc, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de choses donc à corriger, il y avait beaucoup de réformes à instaurer, il y avait beaucoup de corruption donc à gérer, et ça prenait, c'est une question de temps. On peut pas résoudre tous les problèmes. Mais comment on est arrivé à cette situation, docteur Badi? Beaucoup d'observateurs se posent la question. La Tunisie était un exemple de révolution pour le changement de système. Comment on est arrivé à cette situation? Est-ce que vous pensez qu'il y avait des ingérences, des puissances, des pays tiers même? On parlait de l'ingérence des Émirats arabes unis, mais d'autres pays aussi, ceux qui parlent aussi de l'Algérie. Comment on est arrivé à cette situation? C'est parce que vous l'avez dit vous-même, c'était un exemple, et un exemple, ça dérange. Vous savez, l'image de l'ancien président Monsef El Marzouki qui cédait donc la place à Beji Caïd Essebsi parce que donc il a perdu les élections par les urnes, et ça n'a jamais existé dans aucun, je dis bien aucun des pays arabes. Un président qui peut sortir par les urnes, un président qui fait un seul mandat, je crois que c'est du jamais vu, et ça fait peur. La démocratie dans le monde donc d'aujourd'hui, donc dans le monde arabe, bien sûr que c'est quelque chose qui fait peur. Bien sûr qu'ils veulent pas que la Tunisie soit un exemple. La Tunisie, c'est un peuple qui se soulève, c'est un peuple qui sait dire non, c'est un peuple qui a pu dire dégage un dictateur, c'est un peuple qui a pu instaurer des institutions démocratiques qui vraiment donc commençaient à vivre un vrai printemps arabe. Et certes, ce printemps arabe, il commençait à être contagieux, il commençait à contaminer donc les pays avoisinants. Bien sûr, ça dérange. C'est pour ça qu'il y a eu des facteurs intrinsèques et des facteurs extrinsèques qui se sont conjugués et convergés pour mettre à mal le pays, pour empêcher le pays donc de vivre sa propre expérience de démocratie, d'où l'asphyxie donc de ce bébé qui venait de naître. Certes, la naissance, elle était très difficile, et les premiers pas étaient aussi très très difficiles, mais il fallait vraiment nous laisser vivre notre propre expérience. Il fallait continuer donc à peut-être corriger, réviser, remédier à certains problèmes qui ont accompagné cette révolution. Et bien sûr qu'il y en a eu. Et il y en a eu pendant donc de début jusqu'à 2019. Tous les gouvernements ont vécu des difficultés. Tous les présidents étaient face à des problèmes donc énormes de pays, avec une population qui nous pressante. Elle a fait la révolution, donc elle pense qu'elle a des objectifs à atteindre, et elle a pensé que ça n'a jamais été atteint, qu'on a eu des martyrs, on a eu des blessés de révolution, on a eu des gens
donner de leur sang, mais sans rien avoir en contrepartie. Donc, c'est vrai qu'il y avait une sorte de rage et de colère donc, de la population. C'est pour ça que Kais Saïd il a été soutenu au début en pensant que le peuple doit aussi voir un petit peu une amélioration de ses conditions de vie, de son quotidien, une baisse de taux de chômage, un pouvoir d'achat qui s'améliore. Et donc, tout ça a fait défaut, ce qui fait que donc Kais Saïd, les gens lui ont donné raison, lui ont donné au début donc toute confiance pour qu'il mène le pays à sa guise. Et c'était vraiment la catastrophe. C'est le cas de le dire parce qu'aujourd'hui, on est loin des acquis pendant les premières années de la Révolution. Le bilan, il est chaotique et l'avenir semble sombre. Et si Kais Saïd encore s'il doit rester encore pendant 5 ans, je suis incapable de vous dire vers où on va et qu'est-ce qui nous attend. Très bien, on va essayer de poser cette question avant la fin de cette émission. Docteur Siham Badi, restez avec nous. Monsieur l'ambassadeur, Si Ahmed Ounais, la relation avec l'Algérie a été toujours privilégiée avec Kais Saïd à la tête de la Tunisie. On a vu plusieurs déclarations donc de Al-Majid Tebboune qui a été donc réélu, mais avec un boycott massif, si on peut dire, des Algériens. Dans ses anciennes déclarations, il a toujours considéré que la sécurité de la Tunisie est un prolongement de la sécurité de l'Algérie. Jusqu'à quel point l'Algérie joue un rôle dans la politique intérieure de la Tunisie? Dans la politique intérieure, nous souffrons de relâchement de l'Algérie, de l'État algérien, relativement au flux de la migration. Et ce phénomène, n'est-ce pas, qui finit par accabler la Tunisie et dont se débarrasse assez cavalierement le régime algérien ainsi que nos frères libyens, nous pèse lourdement et pèsera certainement dans les évaluations de l'avenir relativement au rapport avec l'Algérie. D'autre part, nous nous félicitons toujours quand nos relations avec nos voisins, et nous n'en avons que 2, n'est-ce pas, territorialement, qui sont l'Algérie et la Libye, se portent bien, et que les relations entre les dirigeants soient confiantes. Nous nous en félicitons toujours, mais nous n'en pensons pas moins que l'Algérie exerce et a toujours exercé une politique d'hégémonie à l'égard de son voisinage, qu'elle continue d'intimider gravement le Maroc et qu'elle a des difficultés avec le Sahel, les pays du Sahel africain, c'est-à-dire le Mali, le Niger et les prolongements de ces États du Sahel africain. Et il ne reste en définitive que la fenêtre tunisienne. L'Algérie la cultive verbalement. Et pour notre part, nous n'avons pas vu de main tendue à la Tunisie dans sa crise financière au cours des 3 dernières années. Peut-être que sur le plan commercial, il y a eu une plus grande détente entre les marchés tunisiens et algériens. Mais il n'a là aucun mérite, n'est-ce pas? Partout, le libre-échange est en train de prévaloir. Ce que nous voulons, c'est bien plus l'institution d'un grand Maghreb fraternel, uni, et qui puisse se permettre non seulement un essor économique avec un marché de presque 100 millions, mais également une critique du Maghreb par les Maghrébins, ce que nous ne pouvons faire nulle part dans le Maghreb tel qu'il est actuellement géré par des régimes qui sont sous
l'hégémonie, les velléités, disons, les velléités hégémoniques algériennes. Vous avez souvent parlé du Maghreb des peuples, monsieur l'ambassadeur. Quand on voit ce qui se passe, par exemple, entre l'Algérie et le Maroc, bien sûr, beaucoup de questions se posent par rapport donc à cet idéal, donc le Maghreb des peuples, une crise, une rupture diplomatique entre l'Algérie et le Maroc. Tebboune a souvent parlé de Kais Saïd comme étant donc un président dont il voit bien sûr la stabilité de la Tunisie, et pour l'Algérie, donc cette relation avec la Tunisie, elle est très importante, surtout quand on voit ce qui se passe avec le Maroc. Votre réaction par rapport à ça? Écoutez, l'Algérie, comme je l'ai dit, par l'initiative algérienne, a rompu les relations diplomatiques avec le Maroc et a interdit son espace aux frères marocains. L'Algérie a fait l'objet de discours vifs de la part du nouveau régime au Mali et des régimes issus des révolutions militaires dans le voisinage, dans le Sahel africain. Donc l'Algérie conserve cette fenêtre tunisienne comme étant une fenêtre d'espoir, de paix et de coopération, jusqu'à un certain point, un reflet de ce qu'elle souhaite apparaître dans le monde. Ne lui refusons pas cette opportunité, mais dans le fond, qu'y a-t-il de véritablement maghrébin ou de fraternité maghrébine dans l'Algérie, qui a des frontières avec les 4 pays voisins et qui a la responsabilité centrale de donner le vrai feu vert à l'institution d'un Maghreb fraternel, uni et ambitieux sur le plan stratégique et sur le plan économique. Je crois que les choix de l'Algérie, à savoir le régime militaire, n'est-ce pas, depuis l'indépendance, et un régime de démocratie encadré depuis l'avènement de Tebboune, ne laisse pas beaucoup d'espoir à l'existence et à l'épanouissement d'une véritable intégration maghrébine. Le pays qui a toujours plaidé pour le Maghreb a toujours été la Tunisie, et le pays qui a toujours verrouillé le Maghreb a toujours été l'Algérie, parce que c'est un Maghreb multilatéralisé, fraternel et intégré, mais relativise l'autorité, disons, bilatérale qu'a toujours essayé d'instituer l'Algérie avec ses voisins. La multilatéralisation est bloquée d'une manière directe ou indirecte, mais elle a été constamment bloquée par l'Algérie, à l'exception du bref régime de Cheikh Ibn Jdid, qui n'a jamais été renouvelé et pour lequel nous souhaitons un renouvellement par des élites de cette envergure. Très rapidement, Sih Ahmed Ounès, avant de donner la parole à Dr Siham Badi, vous avez parlé du système ou du régime militaire en Algérie, mais aussi la question se pose par rapport à la Tunisie. L'armée n'a pas voulu s'immiscer donc en 2011 après la demande de Ben Ali de jouer son rôle. Est-ce que vous pensez que l'armée tire les ficelles dans la scène politique tunisienne? Je crois que l'armée tunisienne est républicaine. Elle est de tradition républicaine et n'a jamais voulu s'ingérer dans les choix politiques ou dans la pratique
d'une politique intérieure tunisienne. Elle a une culture de vigilance à l'égard de nos frontières et à l'égard de la fierté nationale, et elle n'admettra pas que cette fierté soit que quiconque empiète sur notre souveraineté extérieure. Mais quant à participer à la vie politique intérieure, aux choix politiques, que ce soit des choix de doctrine ou des choix de personnes ou des choix de pratiques, notre armée est indemne, et la culture de l'armée tunisienne est exemplaire sur ce point, et elle est enviée et reconnue par nos frères africains. Très bien, restez avec nous, Si Ahmed Ounaïs. Docteur Siham Badi, la question aussi que beaucoup d'observateurs se posent, mais aussi les Tunisiens eux-mêmes, le peuple a fait une révolution qui a été extraordinaire, mais est-ce que l'élite ou les partis d'opposition n'étaient pas à la hauteur de cette révolution, des défis de la situation qu'a connue la Tunisie? Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut rappeler qu'à l'époque de Ben Ali, il y avait pas une vie politique, il n'y avait pas une vraie vie de la société civile. Donc, c'était aussi un régime totalitaire qui interdisait toute forme d'opposition ou de critique, que ce soit au niveau de la presse, que ce soit au niveau de l'organisation des partis politiques. Donc, il faut dire qu'après la Révolution, donc plusieurs partis politiques ont vu le jour et ont commencé à participer à la vie politique et à se porter candidat, que ce soit à la présidentielle ou aux élections donc de la Constitution ou parlementaire après. Mais c'est pour ça que je disais que c'était une vie démocratique naissante. On était en train de bâtir ensemble une démocratie qui n'a jamais existé auparavant et qu'il fallait la construire ensemble. Mais aussi, il y avait beaucoup d'erreurs, Dr Siham. Il y avait beaucoup d'erreurs de la part de cette élite qui n'a pas peut-être compris les défis. On a vu même Nahda, Nahda a aidé Kais Saïed à arriver au pouvoir. Bien sûr qu'il y a eu des erreurs, et on a eu beaucoup, sur tous les plans, il y a eu des erreurs. Et on apprend de nos erreurs. Le tout, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs à chaque fois. Donc là, la Tunisie, elle a eu une occasion donc d'être multicolorée, d'être une mosaïque donc d'idées, de partis politiques qui se chamaillaient entre elles sûrement, mais ça, c'est plutôt donc c'est pas un état pathologique tout ça. Tout ça, c'était donc, on avait une vie, alors que maintenant, c'est le désert total. Maintenant, on n'a plus le droit du tout, ni de réfléchir, ni de penser, ni de donner son avis, ni de s'organiser, ni d'écrire, ni on est en train donc, en train de vivre donc un étouffement de toute force vive dans le pays et d'exclure tout le monde de participer à la construction. Mais de l'autre côté aussi, docteur, de l'autre côté, le peuple a sanctionné cette élite qui n'a pas été à la hauteur des défis du pays. Il a plus ou moins sanctionné, mais le peuple aussi, c'est-à-dire il faut parler un petit peu d'un état d'esprit qui a été aussi manipulé beaucoup par les médias qui appartenaient à l'ancien régime. L'ancien régime, c'est pas parce qu'il y a eu une révolution qu'il a quitté l'administration, qu'il a quitté la presse, qu'il a quitté le monde médiatique, qu'il a quitté donc l'ancien régime qui était là, il était parti et c'est vrai qu'on l'a pourchassé dans la personnalité même de Ben Ali, mais les réseaux étaient toujours là et bien sûr il a eu beaucoup d'influence à diaboliser cette révolution, à diaboliser les gens qui ont fait la révolution, les gens qui sont venus après Ben Ali, à mettre en doute donc tout le processus et à essayer de nouveau de revenir en arrière et de récupérer tous les bénéfices qu'ils avaient à l'époque de Ben Ali. C'était vraiment des mafias, c'était des lobbying des réseaux qui ne voulaient pas du tout céder le pouvoir et qui n'étaient pas du tout intéressés ni par la démocratie,
Tunisie, ni par le combat de la corruption, ni par l'instauration donc d'un État démocratique ou une succession de pouvoirs. Tout ça, ça les intéressait pas parce qu'ils étaient les premiers perdants. Donc, du coup, ils ont tout fait pour créer une opinion publique qui les aidait à combattre les nouveaux arrivants, la nouvelle démocratie, la nouvelle Tunisie qu'on a voulu, bien sûr, donc sans corruption, sans retour en arrière avec donc le régime totalitaire. On voulait une Tunisie où tout le monde avait le droit de participer, où avait le droit de s'exprimer, de donner son avis, et ça, bien sûr, c'était un poids pour ceux qui voulaient garder donc leurs biens, qui voulaient, qui n'acceptaient pas du tout ce changement-là. Du coup, ils ont tout fait. Bien sûr, comme on l'avait dit, il l'avait signalé tout à l'heure, avec des forces extérieures donc, qui n'étaient pas du tout contentes de voir un pays démocratique et un pays arabe qui est différent de de ce qu'ils ont l'habitude de vivre. Du coup, c'était pas du tout très facile, c'était pas gagné d'avance. C'est pour ça que finalement, donc, ils ont obtenu, je peux dire, plus ou moins gain de cause, et c'est pour ça que je pense que Kais Saïed leur rend bien service. Je pense que c'est l'homme qu'il leur faut, et c'est pour ça qu'il est encore soutenu malgré le soulèvement du peuple, malgré donc tout ce qu'il est en train de faire de notre pays, malgré tout, comme je l'avais dit, ce bilan négatif, malgré la dégradation totale des droits de l'homme, il est quand même soutenu. S'il n'était pas soutenu, il ne serait pas resté, il n'aurait pas fini son mandat, parce que je pense que ça arrange certains. Très bien, ça arrange certains. Et là, j'aimerais aussi vous poser une question par rapport donc à cette influence des pays étrangers. Docteur Siham Badi, j'ai parlé de l'Algérie avec Ahmed Ounès, cette relation que beaucoup disent, et souvent la Tunisie, quand il parle de l'Algérie, parle de l'Okht al-Kabira ou l'Okht al-Kubra. Ce que je voulais vous poser comme question, c'est qu'on a vu ces dernières semaines donc l'élection présidentielle et la réélection de Abdelmajid Tebboune, un deuxième mandat. Le peuple, bien sûr, a rejeté ces élections. On a parlé du pouvoir militaire en Algérie. Est-ce que vous pensez qu'en Tunisie, la police, bien sûr, a la même mise du pouvoir en Tunisie, mais comment peut-on qualifier cette relation avec l'Algérie? Eh ben, c'est un effet miroir, en fait. C'est-à-dire, nous, avec le peuple algérien, on a les mêmes souffrances, on a les mêmes attentes, les mêmes espérances, le même calvaire qu'on est en train de vivre. Parce que tout ce que j'avais décrit pour la Tunisie, ben, il faut faire du copier-coller pour l'Algérie, en fait. On est sous les règnes aussi d'une dictature, d'un pouvoir qui ne veut pas partir, des gens au pouvoir qui ne veulent pas du tout écouter leur peuple et les attentes de leur peuple. Donc, on est dans le même bateau, et bien sûr, donc, on a les mêmes souffrances et les mêmes attentes. Notre combat, il est le même. Et par contre, bien sûr, le régime en question, il s'entraide. Je pense qu'il est très bien soutenu par les Algériens, et alors que la stabilité de la Tunisie ne peut passer que par le retour à la démocratie, aux institutions démocratiques, à un choix libre donc de ceux qui nous gouvernent. Il n'y a que comme ça qu'on pourra prétendre à une stabilité et à une sécurité. Sécurité, ça va être une sécurité économique, une sécurité militaire, et pas du tout en mettant à mal le pays et en mettant donc tous les opposants politiques dans les prisons. Ça ne peut pas créer un climat sain. Un climat, donc, c'est un climat qui à tout moment peut dégénérer, et le peuple à tout moment peut se soulever. On a vu là des manifestations récemment où le peuple est sorti dans la rue pour dire dégage à Kais Saïed. Mais si
le peuple, à tout moment, donc, il peut se soulever de nouveau et dire son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Là, on est encore à plutôt donc des mouvements qui sont guidés par l'élite, par une classe politique, mais si le citoyen lambda arrive donc à un point de non-retour et ne voit aucun espoir donc dans l'avenir, on lui donne aucun projet, on lui avance aucune possibilité de changement de sa situation. Je pense que le chemin qui a mené à la révolution donc en 2011 pourra de nouveau créer un état pareil donc de mécontentement qui peut-être nous ramener vers une deuxième révolution. Certes, on a pu un beau temps pour faire appel à une révolution, mais je pense que là, les conditions sont réunies et au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on ne voit en aucun cas que les choses peuvent s'améliorer et encore moins si Kais Saïed donc restera à la tête de ce pays pour encore 5 ans. Ce n'est pas possible. Le pays ne tiendra pas le coup longtemps. Très très bien. Si Ahmed Ounais, le pays ne tiendra pas longtemps. S'il y a un deuxième mandat de Kais Saïed, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est dans les conditions qui nous ont amenés à cette révolution du jasmin, cette révolution pacifique du peuple tunisien? Je crois que l'expérience Ben Ali a été une grande leçon pour la classe politique et pour la base populaire et ainsi que pour les élites. Et donc, je ne crois pas que nous vivrons un renouvellement du régime tyrannique de Ben Ali de cette manière-là. Maintenant, nous avons vécu un dogmatisme islamique avec ses propres agents directs et indirects qui ont tenté de reprendre à leur compte le mandat sur le peuple tunisien. Nous nous en sommes débarrassés d'une méthode aussi politique et aussi pacifique que nous l'avons fait avec Ben Ali. Nous vivons les contradictions de l'après-révolution démocratique. Il est vrai que nous vivons des années très difficiles et que les contradictions prennent des aspects dramatiques, surtout pour les dirigeants politiques qui veulent présenter des alternatives. Nous sommes dans une lutte et dans un rapport de force inégal mais réel et qui aggrave les contradictions de l'après-démocratie que nous sommes en train de vivre. Est-ce que nous avons de l'espoir? Nous gardons de l'espoir, mais pour l'instant, nous traversons des moments politiquement et économiquement très durs. Voilà le point de la situation. Il faudrait pouvoir donner la parole aux partis politiques existants, libérer les chefs des partis politiques et leur donner la liberté de s'exprimer dans les tribunes de leur propre parti d'une manière ouverte et d'une manière confiante. À mon avis, la solution viendra de la Tunisie elle-même. Maintenant, que nous nous passions de la coopération internationale, de la solidarité avec nos vrais frères, nos authentiques frères, nos frères véritablement solidaires, nous ne pouvons pas tenir le coup. Nous sommes dans une situation économique très difficile et sans coopération, nous tiendrons difficilement le coup. Maintenant, il ne s'agit pas du pays, Tunisie, qui est un des plus anciens régimes politiques de la région et du monde. La Tunisie existera toujours. Maintenant, elle passera par des moments difficiles. C'est ce que nous avons
expérimenté dans l'après-révolution, avec ces moments constructifs et avec les périodes où nous avons trébuché, et nous continuons de rechercher cette voie que nous espérons toujours pacifique et pas dramatique. Très bien. Docteur Siham Badi, beaucoup de Tunisiens se posent la question, bien sûr, s'il y a un deuxième mandat donc, de Kais Saïed, comment les choses vont évoluer, qu'adviendra le pays, donc la Tunisie, face à des défis majeurs. On parle de la situation économique, de la situation sociale, mais aussi de la question des droits de l'homme et la question des libertés. Comment vous voyez les choses évoluer si on est demain face à un scénario où on voit Kais Saïed donc président pour un deuxième mandat? D'abord, si il est président, c'est à travers un processus qui, des débuts à la fin, était illégal et il sera un président illégitimé. C'est pour ça que je me suis dit que Kais Saïed 2024, c'est pas Kais Saïed 2019. C'est-à-dire ce processus électoral-là, avec tout ce qui a été commis comme infraction et comme non-respect de la loi, il va être mis en cause. Je pense que on va saisir les tribunaux, d'abord à l'échelle nationale et s'il le faut à l'échelle internationale, pour illégitimer Kais Saïed et pour stopper, mettre fin à ces élections-là que, à mon avis, on estime donc sont illégales et doivent donc ne seront pas reconnues donc par une grande majorité, en tout cas, des Tunisiens. Comment on peut reconnaître donc des telles élections en écartant déjà des candidats qui, eux, ils peuvent demander le droit d'intégrer la course et de valider leur candidature. Et en plus, comme je l'avais dit, Kais Saïed n'a pas encore fini de commettre des irrégularités dans ce processus électoral, parce qu'on verra après donc comment vont se dérouler la dépouille des urnes, quels vont être les résultats et est-ce qu'on peut avoir recours ou pas à la loi, donc parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans plusieurs bureaux de vote, il y a eu beaucoup d'infractions qui ont été commis. Il y a eu des irrégularités et comme je vous ai dit, il y a plein de bureaux de vote où il n'y a pas du tout d'observateurs. Comme Kais Saïed, il a interdit donc aux ONG, il a interdit à la société civile qui a l'habitude de contrôler et d'observer le déroulement de ces élections. Ils ont toutes été interdites de participer à ces élections-là, comme il a vraiment aussi interdit donc les médias d'être présentes et de constater le déroulement, comment se déroulent ces élections-là. Donc, c'est des élections qui se déroulent dans l'ombre, qui se déroulent à l'abri des regards bienveillants des associations et des ONG, que ce soit nationales et internationales. Donc, bien sûr, il va donner le résultat qui lui plaît et nous, on est loin d'accepter ou de se taire ou de le considérer comme un président légitime qui a vraiment gagné des élections. Mais je pense que pour lui, rester dans le pouvoir est une question cruciale parce qu'il sait, avec tout ce qu'il a commis, donc il sait s'il n'est plus président, qu'est-ce qu'il attend. Donc, et du coup, non seulement lui, mais parce qu'il est soutenu aussi par un entourage qui a cautionné tout ce qu'il est en train de faire et qui sera aussi, donc, qui aura des comptes à rendre au peuple devant les tribunaux. C'est pour ça que je dis qu'ils vont pas céder, ils vont aller jusqu'au bout et en allant jusqu'au bout, ils vont continuer à commettre plein donc d'irrégularités et plein de crimes électoraux qui, je pense, un jour ou l'autre vont devoir rendre des comptes devant les tribunaux. Très bien. Restez avec nous, docteur Siham Badi. C'est Ahmed Ouneis, bien sûr, il y a beaucoup de Tunisiens, mais aussi des partis politiques d'opposition, des organisations des droits de l'homme, des libertés qui sont contre
la politique de Kais Saïd. Est-ce qu'il y a une fracture dans la société tunisienne et comment cette fracture peut se développer s'il y a donc un deuxième mandat de Kais Saïd? À mon avis, toute société nourrit des contradictions. Et que ce soit un régime populaire ou un régime impopulaire, les contradictions existent. Il se trouve que nous avons connu un épanouissement de la société civile au lendemain de la révolution de 2011. Ces ONG qui sont actives réalisent un travail de terrain, tentent de s'exprimer chacune dans son domaine, y compris dans le champ de la science politique. Et jusqu'à présent, les restrictions n'ont pas sévi à ce point contre les ONG. Je crois que la Ligue des droits de l'homme s'exprime. Je viens d'écouter une protestation très ferme de son président il y a 2 jours contre les pratiques politiques présentes. Jusqu'à présent, nous sommes préservés de toute tentative abusive de ce côté-là. Mais je sens que la prudence domine et que le calcul du propos s'impose dans la bouche de la plupart de ces ONG qui opèrent, qui fonctionnent, mais qui s'imposent une grande prudence. C'est Ahmed Ounais, ولكن quand vous parlez d'une situation, bien sûr, peut-être que beaucoup de Tunisiens n'est pas normal, puisqu'il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis, donc défis que connaît le pays. Si c'est possible, nos amis de la régie, j'arrive pas à écouter. Donc il y a beaucoup de défis. Et bien sûr, ces défis-là sont énormes pour le pays, mais aussi pour le peuple. Est-ce que vous pensez que ce mécontentement de la politique de Kais Saïd peut devenir un autre mouvement ou une autre révolution qu'on a connue par exemple en 2011? Je crois que le processus qui a commencé après 2011 se poursuit en trébuchant, mais ne renouvellera pas le phénomène révolution. Maintenant qu'ils vivent des contradictions et des crises, c'est vrai, et qu'ils exigent des nouvelles avenues dans la pratique politique et dans les libertés, le respect des libertés. Incontestablement, il y a des exigences très larges qui s'expriment chez les élites, chez la base populaire, chez les classes politiques. Mais je n'estime pas que, pour autant, une révolution s'impose. C'est tout simplement une évolution dans les contradictions de l'après-révolution démocratique. Nous y sommes, et nous y sommes, je le crains, pour longtemps, d'autant plus que la situation économique est grave et que nous avons besoin de concours, non seulement de sacrifices nationaux, mais de concours internationaux pour faire face au lendemain. Donc la situation est réellement grave sur le plan des choix de stratégie et sur le plan des moyens à mettre en œuvre pour faire face aux besoins et aux exigences de la base populaire. Très bien. C'est Ahmed Ounais, ancien ministre des Affaires étrangères tunisien. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Barakallahu fik. Merci de nous avoir éclairé dans cette émission des défis que connaît la Tunisie, mais aussi de cette élection présidentielle d'aujourd'hui.
Merci à vous, Ahmed Douneïs. Je pense qu'on a été rejoint. Nos amis de la régie sont en train de me dire par Ali Djoudi, qui est président de Riposte International, donc une ONG qui se bat pour les libertés et les droits de l'homme dans les pays du Maghreb, dans le monde entier, en particulier bien sûr l'Algérie, mais aussi les pays du Maghreb, comme je l'avais dit. Ali Djoudi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Oui, bonsoir Sénassar, bonsoir aux auditeurs et auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices et à vos invités. Merci beaucoup Ali Djoudi. Ali Djoudi, je rappelle que vous êtes donc président de Riposte International. Quel parallèle peut-on faire? Vous faites un travail bien sûr sur les pays du Maghreb, en particulier bien sûr l'Algérie, mais quel parallèle peut-on faire avec cette élection présidentielle en Tunisie, donc, et le pouvoir absolu de Kais Saïed? Pour beaucoup d'observateurs, cette élection est juste donc une formalité. C'est des élections qui sont verrouillées par rapport donc à ces observateurs politiques. Quel parallèle peut-on faire avec les élections qu'on a connues en Algérie le 7 septembre? Oui, merci Sénateur. Tout d'abord, il faut dire la réalité. Il y a le renversement de la légalité, un putsch, un coup d'État de Kais Saïed contre la légitimité, contre la démocratie, contre le processus démocratique en Tunisie. C'est pratiquement ce qui s'est passé en 92 en Algérie, c'est un coup d'État contre la légalité. Et à la différence, c'est pratiquement les élections qui sont déroulées en Algérie et ce qui s'est passé en Tunisie, c'est pratiquement du copier-coller. Il y a eu 3 candidats en Algérie et 3 candidats en Tunisie, sauf que parmi les 3 candidats en Tunisie, un, il est en prison. C'est-à-dire, il se retrouve, le Kais Saïed se retrouve contre 2 candidats choisis. Il a même piétiné les décisions du Conseil de l'État qui a validé ces candidatures, mais Kais Saïed n'a pas reconnu et l'administration tunisienne n'a pas reconnu ces candidats. Donc, ils ont choisi leurs concurrents. Premièrement. Deuxièmement, la différence entre Kais Saïed et Tebboune, c'est qu'il est un bon orateur qui utilise la langue du bois. Il utilise l'arabe comme on entend dans les dessins animés Belfosha. Et notre président algérien qui s'exprime très mal et qui n'a pratiquement aucune vision politique. Même Kais Saïed n'a aucun projet politique. Le seul projet politique qu'il a, c'est de s'accaparer le pouvoir, éliminer toutes les forces vives de la Tunisie, éliminer c'est la même chose. Et il a éliminé la Ligue tunisienne pour la défense des droits humains. Il a éliminé tous ses adversaires, tous les partis politiques, tous les opposants. C'est pratiquement, il a fait une purge. C'est ce que Tebboune a fait aujourd'hui. Le peu d'acquis, quand même il faut reconnaître qu'en Tunisie, il y a une assemblée constituante, il y a eu 3 années, ça a duré pour qu'ils trouvent une forme de gestion, de vivre ensemble. Voilà. Mais finalement, Kais Saïed, un myope politique qui s'est retourné contre cette légalité et qui a voulu se maintenir au pouvoir contre vent et marée, contre la volonté du peuple. Ben, cette élection n'a aucune valeur aux yeux des Tunisiens, même aux yeux de l'opinion internationale. Et, vous savez, toutes les révolutions arabes de 2011 ont été avortées. Parce que l'ordre mondial et parce que l'Occident aussi est complice parce qu'il soutient toutes les dictatures du monde arabe en Afrique et en Afrique du Nord. Et donc, on a cru que la Tunisie est un territoire libéré. C'est là où trouvent refuge les défenseurs des droits humains, les opposants au moins de l'Afrique du Nord, du Maghreb, de Tamazgha. Malheureusement, cet espace a été récupéré de nouveau par une dictature aveugle. C'est un pouvoir personnel, individuel. Et il n'a ni projet, c'est comme Tebboune.
il n'a ni projet politique, ni une équipe crédible, politisée, qui a une vision, qui peut réfléchir à la Tunisie de 2040-2050. Malheureusement, on est en train de vivre un coup d'État, un nouveau coup d'État contre la volonté populaire, comme ça s'est passé le 7 septembre en Algérie, eh ben, c'est le 6 octobre, malheureusement, en Tunisie. Et le peuple tunisien a rejeté ces élections. Au contraire, elle conteste le pouvoir individuel de cet individu qui n'a jamais eu un projet clair, une visibilité, ni une boussole politique. Il gère les Tunisiens vivent dans l'obscurité la plus totale. Ali Djoudi, vous avez parlé des similarités donc de la scène politique en Algérie, mais aussi de la Tunisie. Vous avez parlé de ces élections du 7 septembre qui ont été rejetées majoritairement par le peuple algérien. Beaucoup d'observateurs ont parlé d'un boycott massif. On va vous montrer donc les dernières infos par rapport à cette élection présidentielle en Tunisie. On est en train de parler d'un pourcentage de 14,5%, donc jusqu'à l'heure de 13 heures. Donc, c'est ce qui a été donné donc, par cette institution, نسبة الإقبال العامة إلى حدود الساعة الواحدة, 14,5% en Tunisie, donc à l'intérieur du pays, et à l'étranger, on parle de 10%. Allez, Djoudi, très rapidement, c'est dommage qu'on vous a eu tard dans cette émission. On aurait aimé vous avoir. Je m'excuse, j'étais dans une conférence, donc je absolument. Juste pour cette mais Laral, on est un peu pressé par le temps, et j'aimerais donner aussi le mot de la fin à Dr Siham Badi. D'abord, votre réaction par rapport à ce pourcentage qui a été avancé. On a vu des similarités par rapport au pourcentage de l'élection présidentielle en Algérie, une cacophonie par rapport aux chiffres. On n'a rien compris, les Algériens n'ont rien compris jusqu'à maintenant. Votre réaction très rapidement, allez, Jules. Oui, mais écoutez, merci. C'est que le peuple tunisien qu'on connaît avec son civisme, sa maturité politique, a su réagir pacifiquement à cette mascarade, cette violence, ultime violence contre la volonté du peuple, avec un silence, en boudant cette urne. Eh bien, maintenant, c'est clair que les présidents de l'Algérie, comme le président tunisien, sont illégitimes et demeurant ainsi aux yeux de l'opinion internationale, aux yeux de l'Occident. C'est des gens qui veulent s'accaparer le pouvoir illégalement avec la triche et la violence. Eh bien, toute ma solidarité, mes respects au peuple tunisien et merci Sénassar. Merci beaucoup, Ali Djoudi. Merci beaucoup pour votre intervention. Très rapidement, je laisse le mot de la fin à Dr Siham Badi. Siham Badi, donc, on a fait défiler donc, ce pourcentage, ces chiffres qui ont été avancés par donc, l'institution qui gère les élections donc, en Tunisie. On parle de 14,5% de taux de participation à l'heure, donc jusqu'à 13 heures. Pour l'instant, on n'a pas aussi le taux définitif en Tunisie, donc dans la Tunisie, dans le pays, mais à l'étranger, on parle de 10%. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, Dr Siham? Est-ce qu'on parle d'un boycott du peuple tunisien de cette élection? Très rapidement. Ben oui, clairement, donc il y a eu un boycott et voilà, donc Kais Saïed va savoir après donc son vrai poids. Et il va vraiment se rendre compte de ce qu'il présente aujourd'hui aux yeux des Tunisiens et que même s'il est à 99,9%, c'est qu'une infime partie de la population qu'il a choisie, malgré tout ce qu'il a fait donc jusqu'au jour d'aujourd'hui pour ces élections-là, il se retrouve donc avec une petite minorité qui est encore dans les 14,5%, même s'il a la moitié des voix, donc ça va être 7% de la masse électorale. Ça veut dire vous me corrigez, docteur Smhili, vous me corrigez, je pense que les bureaux seront fermés à 6 heures, à 18 heures. Tout à fait, oui. Et même,
Je ne pense pas du tout que le taux va dépasser les 20%, de 17-18%. Et dans ce taux-là, bien sûr, il y a 3 candidats, il y a les voix qui vont être éparpillées entre les 3 candidats. Ça veut dire qu'il va vraiment finalement donc avoir un pourcentage qui est très très faible, malgré toutes les infractions donc qu'il a commis, malgré tout le verrouillage qu'il a fait pour pouvoir accéder seul à la course, courir seul et arriver donc seul. Mais je pense que là, on a un président sortant qui n'a pas du tout la légitimité qu'il avait en 2019, et ce n'est pas encore fini, parce que je pense qu'il y aura des procès contre ces élections-là, et je suis encore pour l'annulation de ces élections électorales-là et pour des élections transparentes, justes, où les candidats ont le droit d'exercer leurs droits constitutionnels et prétendre à des élections transparentes et dans des conditions meilleures. Barakallahu fik. Merci beaucoup, docteur Siham Badi. Vous êtes, je rappelle, vous êtes médecin, ex-ministre et militante politique. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous, docteur. Merci à Si Ahmed Dounayes, ancien diplomate, ancien ministre des Affaires étrangères tunisien. Il était avec nous depuis Tunis par téléphone. Et merci aussi à Ali Aïdjoudi, président de Riposte International. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. La couverture spéciale continue sur la chaîne Al-Magharibiya sur les élections présidentielles en Tunisie. Voilà.